Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. De Bellotti, dont je parlais tout à l'heure, Bellotti c'est une pédiatre italienne qui connaît très bien la question, elle montre que dans la manière même de donner le sein au bébé, la mère ne traite pas la petite fille de la même façon, qu'on encourage beaucoup plus une certaine agressivité dans la manière de téter chez le petit garçon que chez la petite fille. Que dès que le petit garçon, alors un petit peu plus âgé, aura des initiatives ou d'indépendance ou d'insolence ou voudra, je sais pas, enfin jouera des tours, on l'encouragera, on s'en amusera. Tandis que la petite fille, tout de suite, on la remettra à sa place. Certainement, c'est une condition économique, mais qui vient toujours de ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi cette condition économique? Parce que les hommes ont accaparé précisément les professions, surtout les professions intéressantes, parce que, au contraire, en bas de l'échelle, eh bien, des travaux durs comme les travaux des paysannes, les paysannes les font autant que les hommes. Mais aux échelons supérieurs, les hommes, en effet, sont efforcés de persuader les femmes qu'elles ne devaient pas se suffire économiquement, qu'elles devaient s'appuyer sur un mari et se borner à faire ce qui est extrêmement important pour la civilisation telle qu'elle est, du travail ménager. Je crois qu'une des clés de la condition imposée à la femme, c'est ce travail qu'on lui extorque, un travail non salarié, un travail non payé, qui lui permet tout juste d'être entretenu plus ou moins luxueusement, plus ou moins misérablement par son mari, mais dans lequel il n'y a pas de fabrication de plus-value, dans lequel, enfin, la valeur d'apport du travail n'est pas reconnue. Et ça, c'est très important. Je ne sais plus les chiffres exactement, mais je crois que en 1955, on a fait des statistiques, pour 45 milliards de travail salarié qu'il y avait en France en une année, il y avait quelque chose comme 46 milliards de travail ménager, donc de travail non rétribué. Et si les femmes faisaient la révolution sur ce plan-là, sur le plan du travail ménager, si elles le refusaient, si elles obligeaient les hommes à le faire avec elles, enfin si ce travail n'était plus ce travail clandestin auquel elles sont, je dirais, condamnées, parce que je trouve que mener cette vie à longueur d'années de vie sans rien de productif, c'est vraiment une condamnation. Eh bien, si ceci était changé, toute la société en serait bouleversée. Je croyais qu'il fallait surtout militer pour la révolution, puisque moi je suis tout à fait de gauche et par conséquent je souhaite un changement complet du régime et le renversement du capitalisme, mais je pensais qu'il suffisait de ça pour que la situation de la femme devienne l'égale de celle de l'homme. Et je me suis aperçu que je m'étais bien trompée, car ni en URSS, ni en Tchécoslovaquie, dans aucun pays socialiste, ni dans les partis, précisément pas dans le Parti communiste, ni dans les syndicats, ni même dans les mouvements gauchistes plus d'avant-garde d'aujourd'hui, le sort de la femme n'est le même que celui de l'homme. Et c'est ce qui m'a décidé à devenir ce que j'appellerais proprement féministe, et d'une manière assez militante. Être militante, c'est par exemple venir parler aujourd'hui du féminisme à toutes les femmes qui veulent bien m'écouter. Eh bien, j'ai compris qu'il y avait une lutte spécifiquement féministe et que la lutte contre les valeurs, disons, patriarcales, en gros, ne se confondait pas avec la lutte contre les valeurs capitalistes. À mon avis, il faut mener les deux luttes ensemble. Il n'est pas question, il n'est pas possible que le sort de la femme change profondément si la société, d'autre part, ne change pas profondément sur le plan de la lutte des classes. Mais il serait illusoire de penser que la lutte des classes suffira jamais à étayer
la lutte des femmes. Il faut qu'il y ait une lutte qui soit spécifiquement menée par les femmes. Et c'est pourquoi des mouvements qu'on tourne souvent en ridicule, comme le MLF, le mouvement de libération des femmes, me semble un mouvement absolument nécessaire dans la société d'aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait que les hommes prennent part aux soins du ménage et à l'éducation des enfants exactement de la même manière que la femme. Il faudrait qu'ils partagent toutes les tâches. Et il faudrait également que l'homme renonce à l'autorité qu'il prétend exercer sur la femme. Parce que là aussi, c'est très joli, lui remet sa paix. Mais combien de fois j'ai reçu des lettres absolument extraordinaires que je n'ai pas apportées ici, parce que d'abord ce sont des exemples trop extraordinaires, encore qu'ils soient beaucoup plus incompétents. Je veux dire, je connais des femmes qui n'ont pas le droit d'aller voir ni une amie, ni même leurs parents, ni qui que ce soit, sans que le mari les accompagne. Et ils prétendent que c'est par amour, c'est pour qu'ils partagent avec elles. Mais c'est une véritable tyrannie.